Bien, bonjour tout le monde, bonsoir. Enfin, avec les journées qui allongent, on ne sait plus trop à cette heure-ci. Ça me fait grand plaisir d'être ici. Je remercie 100 degrés pour l'invitation qui a transité par Charlène, que je connais depuis déjà plusieurs années. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça, la thématique là, de la conférence, la grande thématique, c'est la même chose pour toutes les conférences 100 degrés, c'est rapprocher les maillons. Du système alimentaire. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que oui, je vais vous parler du système alimentaire, mais je voulais vraiment pas faire un exposé sur système alimentaire durable, territorialisé. Qu'est-ce que c'est? C'est pas l'angle que j'ai choisi d'emprunter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, en fait, en faisant un constat d'un enjeu que tout le monde connaît ici, que tout le monde reconnaît comme étant important. Et à partir de là, je vais vous parler du système alimentaire. En fait, peut-être plus de la manière dont les maillons actuellement ne sont pas très proches, dans bien des cas, les uns des autres. OK? C'est ce qu'on va voir, maintenant. C'est celui-là ici. OK. Alors, en fait, je vais partir de la question de la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, bon, tout le monde a une bonne idée de ce que c'est. Bien entendu, ça fait référence au fait d'avoir accès physiquement, financièrement à des aliments sains, nutritifs, culturellement et socialement acceptables en tout temps. C'est aussi, en fait, bon, excusez-moi, j'ai un petit peu de misère avec ça. OK. C'est aussi, une question qui, en fait, on pense souvent, spontanément, peut-être quand on pense à sécurité alimentaire et insécurité alimentaire, à des gens qui sont peut-être dans des situations de pauvreté. Mais en fait, ça concerne tout le monde, la sécurité alimentaire. Parce que si on s'intéresse à ce qui se retrouve dans nos assiettes, même pour des personnes éventuellement qui n'ont pas de difficultés ou d'enjeux financiers, on peut se poser des questions. Alors, il faut penser, les aliments qui se retrouvent dans nos assiettes, c'est quoi? Est-ce qu'ils sont nutritifs? C'est pas juste une question de quantité. Oui, est-ce qu'ils sont sécuritaires aussi? Bon, récemment, on a entendu parler des pesticides, donc ça fait partie de ça. Et dans des définitions récentes de la sécurité alimentaire, c'est celle, en tout cas, qui utilise le CIUS dans la capitale nationale, à Québec, on parle d'aliments qui ont transiter, si vous voulez, dans un système alimentaire durable. Donc, il y a des questions aussi qui peuvent sembler un peu éloignées au point de départ, mais j'ai mis une photo ici là, d'une cueilleuse de thé pour dire que les conditions de travail, par exemple, des gens en agriculture, ça fait partie, finalement, des enjeux aussi qui sont derrière ça, qui sont liés à la sécurité alimentaire. Donc, finalement, ça concerne tout le monde, la sécurité alimentaire. Bon, quand on en parle très souvent, on dit, il y a différents types de facteurs qui viennent jouer. Et là, souvent, quand on parle d'ailleurs des gens en situation de pauvreté, on va parler des facteurs individuels. Problèmes financiers ou manque de connaissances, on ne sait pas comment faire la cuisine, on n'a pas appris, on a oublié. Et plus récemment, ça fait quelques années qu'on insiste plus sur les facteurs structurels, donc les questions d'environnement. Est-ce qu'on a accès à proximité de chez soi ou est-ce qu'on a les moyens de se rendre à des endroits où on offre une variété d'aliments sains, nutritifs? Ça joue aussi sur la sécurité alimentaire. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais repartir justement des gens, des individus, des ménages, donc des familles, et on va regarder comment est-ce qu'on a accès finalement aux aliments qui se retrouvent dans nos assiettes. Donc, on va remonter un petit peu la chaîne dans le système alimentaire pour finir par faire le tour, si on veut. Donc, je le disais, les facteurs individuels, on parle souvent de faibles revenus puis de manque de connaissances. Puis, les facteurs structurels, je ne vais pas insister là-dessus, mais on parle de la possibilité d'avoir des aliments sains à proximité, par exemple, des lieux de travail ou des lieux de résidence. Mais il ne faut pas oublier aussi, on parle aussi parfois des marais alimentaires. C'est le fait qu'il y a des aliments, justement, qui sont plutôt délétères pour la santé, qui se trouvent facilement accessibles à proximité des écoles, le fast-food et tout. OK. Maintenant, on va commencer à regarder où est-ce que les gens en général, au Québec, par exemple, se procurent des aliments. OK? Donc, moi, je fais deux grandes catégories là-dedans. Je vais parler des commerces alimentaires de détail que je vais appeler conventionnels ou traditionnels. C'est là que la plupart des gens, je vais dire nous, je m'inclus là-dedans, là, évidemment, la plupart des aliments transitent par
genre de commerce, finalement. Puis, on a aussi ce que j'appelle des dispositifs d'approvisionnement alternatifs et de proximité ou de proximité. Des fois, on parle des circuits courts, mais bon, il y a plusieurs possibilités, là, il y a plusieurs formules qui rentrent là-dedans. Alors, je le disais, c'est beaucoup par les commerces de détail conventionnels que circulent les aliments, que les gens vont aller les acquérir, finalement. Alors, dans ce domaine-là, on retrouve ce qu'on appelle là-dedans les commerces traditionnels. Bon, c'est les supermarchés, les épiceries de plus petite taille, de proximité, des magasins de spécialité comme les boulangeries, les fromageries, les boucheries, puis les dépanneurs. Ceux-là occupent au Québec, finalement, 78 du marché du commerce de détail alimentaire. OK? On a aussi, et ceux-là prennent de plus en plus de place, c'est la petite flèche au milieu hein, pour le pointeur, je ne veux pas faire de gaffe, là. OK. Les magasins entrepôts, par exemple, comme les Costco, Walmart et les pharmacies, donc des commerces de détail dont l'alimentation n'est pas la vocation principale. Hein, on y vend de plus en plus d'aliments aussi, ils prennent des parts de plus en plus importantes de marché. Puis au Québec, bien, on le sait, vous le savez probablement, les 3 grandes chaînes d'alimentation, Sobeys, Loblaw, Métro, c'est environ 65 des ventes dans le commerce traditionnel. Donc, il y a une assez grande concentration hein, du commerce de détail alimentaire là, qui est présent. OK. Maintenant, de l'autre côté, hein, c'est pas une bataille, là, mais disons que je trouve ça important de distinguer quand même 2 grandes catégories. On a ce que j'appelle donc les dispositifs d'approvisionnement alternatifs. Et dans ces dispositifs-là, il y en a qui sont marchands, donc il y a des transactions monétaires, commerciales qui se font. Puis il y en a qu'on peut appeler non marchands, OK? Donc, ils sont en dehors du marché, ils ne sont pas dans une logique de marché, ils sont davantage dans une logique de réciprocité, de donnant-donnant, comme tu disais tout à l'heure, Charlène, ou de don, carrément, OK? Alors, dans les dispositifs alternatifs de type marchand, vous les connaissez tous, hein? Mais là, je fais un petit tour rapide. Il y a, bon, la vente directe à la ferme, les marchés publics, les marchés fermiers, les marchés de quartier en milieu urbain, les paniers, bio ou pas bio, il y en a qui ne sont pas nécessairement biologiques, les marchés en ligne, je ne sais pas s'il y en a dans la région de la Naudière, dans la région de Québec, il y en a un seul. Donc, hein, on commande, là, puis on va chercher nos produits à un point de chute 1 fois par semaine. Les marchés de solidarité régionale, c'est ce modèle-là. Des coopératives de solidarité. On a aussi des dispositifs alternatifs non marchands, OK? Et ceux-là aussi, vous les connaissez. Là-dedans, bien, on va retrouver beaucoup ce qui relève tout ce qui relève de l'autoproduction. Donc, ça peut être des potagers dans notre espace individuel, domestique, près de la maison, les jardins communautaires, les jardins collectifs. Bon, là, il y a toutes sortes de formules de jardins qui se développent, jardins d'entreprise, les jardins dans les écoles. Ça, c'est de l'autoproduction non marchande. Il y a aussi, bon, ce qui relève de la transformation collective non marchande, comme les cuisines collectives, qui, parfois, bon, s'approvisionnent auprès de banques alimentaires, mais parfois ont leur propre jardin. Enfin, c'est une variante. Les groupes d'achat. Il y a aussi des systèmes d'échange de biens et de services non monétaires où l'alimentation ne prend pas beaucoup de place. Là, les clubs de troc, ce genre de choses-là, accorderie, mais il y en a un petit peu. Et évidemment, les dons entre particuliers. OK? Ça veut dire la sauce à spaghetti que notre mère nous prépare quand on est étudiant puis qu'on ramène chez nous, les amis, les parents qu'on invite la fin de semaine. En fait, moi, je le mentionne toujours, je suis anthropologue hein, de formation et je suis encore anthropologue. Alors, pour moi, le non monétaire, c'est toujours important de le reconnaître. Il y a des choses qui circulent par là, mais c'est une façon parmi d'autres de s'approvisionner, finalement. Il y a aussi ce qu'on peut qualifier de redistribution organisée. Les dons plus structurés avec les banques alimentaires, les organismes qui font du dépannage alimentaire, des services alimentaires qui ont parfois aussi des cuisines collectives. Plus récemment, on a vu apparaître au Québec des initiatives de glanage. Je ne sais pas s'il y en a dans la région ici, probablement. Hein? Alors, voilà, bien, tout ça, c'est des... Le glanage, c'est lorsque... Merci. Non, bien, c'est bien. C'est ça, il faut poser des questions parce que là, je voyais que tout le monde faisait oui, oui, oui. Mais... Alors, le glanage, en fait, c'est lorsque il y a des producteurs agricoles qui s'organisent là, avec des groupes, normalement, pour aller ramasser ce qui est resté au champ, ce qui pourrait être des pertes autrement. Donc, après ça, bon, là, il y a différentes formules. Là. Ça peut être pour consommer chez soi, pour alimenter des cuisines collectives, des banques alimentaires, tout ça. Donc, c'est à ça que ça fait référence, le glanage, tout simplement.
finalement. OK. Alors maintenant, on a vu un petit peu qu'est-ce qui existe. Maintenant, allons un petit peu plus loin. Où est-ce qu'on retrouve les commerces de détail conventionnels? Bien, vous allez me dire, bon, on en retrouve partout. Oui, soit, mais il y a quand même une tendance à ce que les grandes surfaces s'éloignent des centres-villes, s'éloignent un peu des endroits où les locations, le foncier est plus cher, et se retrouvent dans les entrées de banlieue, ça veut dire près des bretelles d'autoroute. Autrement dit, dans des endroits qui ne sont pas nécessairement accessibles facilement à pied. Hein? C'est lié à un mode de vie basé sur l'automobile. D'ailleurs, quand ça a été créé, c'est apparu au Québec dans les années 30, 40, 50. Rapidement, on s'est déplacé sur des grands terrains et on faisait la promotion avec, il y a du stationnement. Les gens commencent à avoir beaucoup des autos, alors venez chez nous, vous allez pouvoir stationner facilement. Dans le commerce de détail, il y a des plus petites surfaces aussi, hein, je le mentionnais tout à l'heure, les épiceries de proximité, les magasins de spécialité. Bien, celles-là, on va les retrouver souvent dans des quartiers urbains denses, parfois dans des zones touristiques. Dans la région de Québec, il y a l'île d'Orléans, évidemment, où il y a beaucoup de petites boutiques, mais c'est plus axé sur le tourisme, mais ce n'est pas nécessairement les gens de la place qui profitent de ces produits-là. Puis bon, dans des cœurs de village aussi, on va retrouver ça. Mais disons que si on garde en tête que le gros de ce qui est acquis par des personnes, des ménages, passe par le commerce de détail conventionnel, c'est pas nécessairement là, tout près là, de l'habitation. Et il y a un enjeu, là, finalement, de transport et il y a un enjeu, évidemment, de déplacement puis éventuellement de génération de gaz à effet de serre également. Maintenant, les dispositifs d'approvisionnement de proximité, bien, on les retrouve dans différents types de milieux. Les marchés publics, on en a en zone urbaine, mais on en a souvent aussi dans des cœurs de village, des endroits où il y a un petit peu moins de population. Les paniers bio ou non bio, en tout cas les paniers d'aliments, bien, les points de chute, en tout cas dans la région de Québec et autour et dans Chaudière-Appalaches, c'est beaucoup en zone urbaine et périurbaine, dans les banlieues éloignées. En milieu rural, c'est moins évident. Hein? Souvent, c'est pas facilitant, en tout cas, pour ça. Les marchands en ligne aussi, souvent, les points de chute vont vraiment être dans des milieux urbains denses. Puis des coops de solidarité. Bon, je mettais l'exemple de la Mauve, là, qui est à Saint-Vallier, sur la rive-sud de Québec, qui est assez connue, là. Les locaux sont situés donc dans le cœur du village de Saint-Vallier. Mais la clientèle, les gens qui achètent leur panier, qu'ils distribuent un peu partout et qui contiennent d'ailleurs pas juste des fruits et légumes, mais aussi des produits transformés, des viandes et tout, en fait, c'est la clientèle essentiellement urbaine qui se retrouve beaucoup à Québec, sur la Rive-Nord. Donc, des gens qui ont un peu de moyens aussi, généralement. OK. Si on continue, où est-ce qu'on trouve des dispositifs d'approvisionnement de proximité non marchands, cette fois? Bien là, c'est variable aussi. Évidemment, les potagers individuels, ça peut être un point fort, parce que là, vous voyez qu'on est beaucoup en milieu urbain, quand même, périurbain. En milieu rural, en tout cas dans certaines régions, ça fonctionne encore très bien. Il y a une étudiante en anthropologie qui avait fait son mémoire sur les aliments locaux dans Bellechasse, là, il y a quelques années. Puis, on voyait qu'il y avait beaucoup de circulation d'aliments qui se faisait à partir des jardins des gens. Ça fait qu'on les oublie peut-être parfois. On met beaucoup l'accent sur les jardins communautaires et collectifs, mais ça continue à exister. Donc, ces derniers, d'ailleurs, on les trouve beaucoup dans les zones urbaines et périurbaines, moins, évidemment, là où les gens ont encore la culture des jardins. Et puis, dépannage alimentaire, cuisine collective, bon, c'est assez réparti, finalement, dans des zones urbaines puis dans des cœurs de village. Mais là où les territoires sont grands et la population est dispersée quand même, si on parle, en tout cas, des cas où il y a des situations d'insécurité alimentaire dues à des faibles revenus, par exemple, les transports vers les ressources en question sont vraiment un enjeu. OK? Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on vend dans ces différents endroits où on peut se procurer des aliments ou qu'est-ce qu'on acquiert? Alors ici, bien, c'est assez intéressant de constater que, bien, vous le savez probablement déjà aussi, mais enfin, arrêtons-nous quelques secondes là-dessus quand même. Dans les commerces de détail alimentaire, les grandes surfaces, la plus grande partie de l'offre de produits que l'on retrouve là, c'est des produits transformés. Des produits qui sont légèrement transformés, conditionnés, emballés, ça serait le minimum,
ou encore ultra transformés. OK? Donc, les produits ultra transformés, là, ce n'est même pas les préparations alimentaires là, qu'on utilise dans des recettes, c'est ce qui est dans des boîtes, ce qui contient beaucoup de sel ajouté, vous le savez, de gras, et bon, qui est finalement pas très, très bon pour la santé. C'est pas associé à des saines habitudes de vie. Mais c'est ça qui se vend le plus, OK? Et ça, bien, c'est ça, on n'en est peut-être pas toujours très conscient. Là, c'est une donnée états-unienne là, que j'ai trouvée ici, bon, qui date de quelques années, mais quand même, c'est assez alarmant. Un groupe de chercheurs avait calculé que 59 des calories qui étaient ingérées quotidiennement par des gens aux États-Unis, c'était des aliments ultra transformés. Ça provenait de là. Au Canada, on calculait qu'en 2013, les gens mangeaient 230 kilos par personne là, par an de produits ultra transformés, alors que, par exemple, c'est 125 kilos en France. OK? Donc, c'est assez important. Et puis, une étude bon, qui date, encore une fois, là, de quand même une décennie, là, à peu près, des données qu'on peut trouver sur Statistique Canada, montrait qu'au Québec, en 2004, 47 des calories quotidiennes ingérées étaient des aliments ultra transformés. OK? Donc, ça fait partie là, des choses à voir en termes de sécurité alimentaire, puis de système alimentaire. Donc, c'est sûr que si on nous offre, en très grande majorité, des produits ultra transformés, bien, c'est normal que finalement, les gens, c'est ce qu'ils achètent. C'est pour ça qu'au début, je parlais des environnements. C'est pas juste où est-ce qu'on trouve les épiceries, qu'est-ce qu'on y trouve aussi. OK. Puis il faut savoir, là, si on veut revenir à des enjeux plus globaux, là, internationaux, que les produits ultra transformés, bien, en fait, c'est l'apanage là, d'une dizaine ou d'une douzaine de grandes compagnies multinationales qui font toutes sortes de produits. Puis quand on se met à regarder sur les boîtes, là, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de ça, de regarder, quelle compagnie fait ça ou c'est quoi la marque. Puis là, on fait des recherches, par exemple, sur Internet, sur Google. Là, on se rend compte que, ça, cette marque-là, ça appartient à telle compagnie. Puis là, on fouille un petit peu plus. OK, puis cette compagnie-là, c'est une filiale de telle compagnie. Puis celle-là est une filiale de telle compagnie. Puis finalement, on arrive avec Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Kellogg, Unilever, Mars, Kellogg's, Mondelez, puis en tout cas une couple d'autres, là. Puis à peu près tous les aliments transformés appartiennent à ces compagnies-là. À peu près. Fait que c'est assez impressionnant. Il y a une hyper-concentration, finalement, de l'industrie de l'agroalimentaire, des aliments transformés, dans lesquels ça peut être des produits laitiers, ça peut être des produits carnés, toutes sortes de produits. Puis ils font évidemment pas juste de l'alimentaire, ils font des produits souvent pour l'agriculture, mais de la pharmacie et tout, enfin, bref. Alors, ça fait partie de l'environnement dont je parlais au début, mais vraiment au sens large et peut-être plus globalisé. OK. Donc, ça, c'est un petit peu ce qu'on retrouve, pas exclusivement ça, mais on retrouve beaucoup de ça dans le commerce alimentaire conventionnel. Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'on produit ou qu'est-ce qu'on peut acquérir dans les dispositifs alternatifs? Bien, vous le savez aussi, mais je le mentionne quand même, c'est en majorité, mais pas exclusivement ça, mais disons que la tendance, la balance est un petit peu de l'autre côté, des produits frais ou des produits peu transformés. OK? Donc, j'ai mis ici une petite photo de... C'était des photos libres de droit, je le dis tout de suite, là, si jamais il y en a qui se posent la question. Là. Alors, un pot de confiture de figues, relativement peu transformé. Maintenant, comment s'approvisionnent les commerces alimentaires? Comment ça fonctionne au niveau des fournisseurs de l'approvisionnement? Les grandes chaînes, que ce soit des franchisés ou des banniérés là, affiliés, elles ont, ces grandes chaînes-là, leur propre centre de distribution. On parle de distributeurs détaillants, OK? Donc, tout reste à l'interne. Là, on parle d'un Métro, par exemple, Provigo, Loblaws et sous toutes leurs déclinaisons, parce que c'est les trois grandes qui ont les Maxi, les Super C et tout ça appartient aux mêmes trois compagnies. Donc, ils font affaire avec des fournisseurs québécois, oui, parfois internationaux. C'est toujours la question du prix qui est centrale, évidemment. La question aussi de la saisonnalité est très importante. Donc, nous, dans les recherches qu'on a menées sur le système alimentaire régional à Québec, il y a un étudiant en design urbain
qui a fait des entretiens là, avec des gens dans les commerces de détail alimentaires. Mais tout le monde était d'accord pour dire, quand il y a assez de volume disponible de produits québécois, là, le local, c'est le Québec, OK, on s'entend à cette échelle-là, on va les favoriser. Mais il ne faut pas qu'il y ait une différence de prix trop grande avec des produits équivalents qui viendraient d'ailleurs. On peut peut-être y aller jusqu'à un 10 maximum plus cher pour favoriser des produits québécois. Bien, sinon, c'est dommage, mais il faut aller chercher ailleurs. OK? Donc, le prix, puis évidemment, la saisonnalité, c'est un gros enjeu. Bon, on ne produit pas, vous le savez, hein, l'été est court, là, il y a des choses qu'on ne produit pas à l'année, mais il y a moyen de faire des légumes de conservation, les garder longtemps, mais c'est des manières de faire qui sont un peu perdues, finalement, qu'on a laissé aller là, avec l'industrialisation, finalement, de l'agroalimentaire. OK. Donc, autre chose à dire là-dessus, pour les gens qui ont des contrats avec des chaînes d'alimentation, ils sont obligés de faire affaire avec les fournisseurs des grandes chaînes d'alimentation pour un pourcentage assez important de leurs commandes, OK, autour de 95 90 donc, il y a une petite marge de manœuvre pour passer des ententes avec des producteurs locaux, régionaux ou québécois pour s'approvisionner directement auprès de chez eux. Mais c'est pas, ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Puis, bon, il y a toute une question aussi d'espace tablette. Là, je ne veux pas rentrer trop dans les détails là-dedans, qui sont déjà occupés par certaines compagnies qui ne laissent pas la place à d'autres. Mais il y a des enjeux aussi autour de ça. Les magasins spécialisés, les épiceries non affiliées, elles, ont plus de marge de manœuvre pour choisir leurs fournisseurs. Si on va du côté maintenant des dispositifs alternatifs ou de proximité, bien, ça va un petit peu avec le concept de base de beaucoup de ces initiatives-là. L'idée, souvent, la vocation même est de s'approvisionner en circuit court. Donc, directement auprès des producteurs. Puis là, quand je dis producteurs, productrices agricoles, mais ça peut être aussi des entreprises de transformation. On en parlait tout à l'heure ici, là, de transformation. Ça peut être ça. Je les inclus aussi là-dedans, OK? Donc, l'idée, très souvent, la mission même, je dirais très souvent, c'est de réduire le nombre d'intermédiaires entre les productrices, les producteurs et les mangeurs et les mangeuses. Pourquoi je dis mangeurs et mangeuses et pas consommateurs et consommatrices? C'est pour essayer de s'éloigner un petit peu de l'idée qui circule toujours dans l'espace public de vous, ici, là, vous et moi, on n'est pas des citoyens puis des citoyennes, on est des consommateurs, des consommatrices. Hein? C'est notre identité principale. Alors, en parlant de mangeurs et mangeuses ici, ce qui peut être intéressant, c'est là, c'est le rôle qui est joué dans le système alimentaire, mais l'idée, c'est aussi de ne pas confondre tout le monde, des consommateurs, consommatrices, dont on pourrait, par exemple, prédire les comportements d'achat, des personnes rationnelles qui vont calculer leur retour sur leur investissement, donc leur utilité. Dans les termes des économistes, finalement, on essaie de dépasser ça un petit peu, là, en tout cas en réfléchissant sur les systèmes alimentaires. OK. Donc, beaucoup dans les dispositifs d'approvisionnement de proximité aussi se donnent pour mission d'offrir des produits frais puis des produits sains, OK, à des prix quand même avantageux. Donc, là, il y a le débat sur les prix, ça, c'est toujours compliqué. Je disais tout à l'heure, la Mauve, la coopérative de solidarité sur la Rive-Sud de Québec, c'est une clientèle peut-être un petit peu plus aisée, mais bon, on pourra toujours avoir des échanges sur la question des prix, mais les études qui ont été faites sur les circuits courts et les prix montrent que ce n'est pas nécessairement plus cher dans les circuits courts, même ceux qui sont marchands, là, et qu'il y a beaucoup de variabilité selon les produits puis le moment de la saison aussi. Puis les grands commerces de détail misent beaucoup sur des produits d'appel qui vont être en spécial une semaine. Puis là, ça va être vraiment moins cher, mais le reste va être peut-être plus cher qu'au marché public, par exemple. Alors, il faut faire attention, là, c'est beaucoup une idée reçue. En tout cas, il y a de plus en plus d'études qui le montrent que c'est toujours plus cher dans les circuits courts. On ne peut pas faire cette affirmation-là. Certains produits, à certains moments, peut-être dans certaines formules, mais pas nécessairement. Pas nécessairement tout le temps, pardon. OK. Donc, où est-ce que... pardon, une autre manière de s'approvisionner aussi, ou d'autres fournisseurs, c'est les fermes directement. Hein. Il ne faut pas oublier que dans toutes les régions du Québec, il y a des producteurs, des productrices agricoles qui font de la vente directe à la ferme, mais qui sont aussi des agrotransformateurs, agrotransformatrices. Par exemple, là, dans la région de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches,
Il y a quand même plus de 6 000 exploitations agricoles. Il n'y a pas un très, très grand nombre qui font de l'agrotransformation, 447, mais dans ce cas-là, ça représente à peu près la moitié de leurs revenus. Donc, c'est une réalité quand même assez... dont il faut tenir compte, finalement. Puis là, bon, je n'ai pas regardé les chiffres pour la Naudière, là, mais ça ressemblerait peut-être à ça. C'est beaucoup de la production de sirop d'érable dans Chaudière-Appalaches, mais quand même. Donc, c'est des produits qu'on peut se procurer éventuellement puis qu'on pourrait choisir de privilégier là, à la place de produits achetés en épicerie dont on ne connaît pas la provenance, par exemple. Bon, alors... ça nous ramène finalement au bout de la chaîne, c'est ça, à l'agriculture et aux producteurs et aux productrices agricoles comme tels. Bon, dépendamment des régions, le portrait varie un petit peu. Dans la Naudière, j'ai vérifié rapidement, là, c'est quand même autour de 110, 115 000 hectares de terres cultivées que l'on trouve, avec près de 1500 exploitations agricoles. On trouve en principe environ 270 fermes qui font de la vente directe. Donc, ça, c'est des possibilités pour s'approvisionner en produits frais, non transformés ou légèrement transformés. Mais c'est sûr que les productions sur les fermes ne sont pas toujours vouées à la vente directe. Bon, si on parle de production de volailles, peut-être moins évident que la production maraîchère. Évidemment, si on parle des céréales, puis qui est une production assez importante dans la région ici également, puis on ne produit pas nécessairement toujours pour l'alimentation humaine non plus. OK? Ça, peut-être qu'il y a des choix à faire éventuellement. Il y a des possibilités de transition, de conversion. Il y a des choses qui peuvent se faire. Les légumes, et ça, c'est très important dans la région ici. Puis bon, il y a d'autres productions. Donc, pourquoi je le mentionne? Bien, c'est ça, si on remonte donc la chaîne alimentaire, bien, il ne faut pas oublier les gens qui sont là à la base. Il y a tout un système structuré depuis plusieurs décennies, bon, qui n'est pas toujours facile à faire bouger, mais quand même, il y a beaucoup de choses qui se passent dans toutes les régions, puis tranquillement, je pense qu'on peut arriver à trouver des solutions pour mettre davantage les productions régionales aussi, les rendre davantage, accessibles aux gens de la place. OK. Alors, finalement, ça, c'est un schéma qu'on utilise dans notre projet sur le système alimentaire régional dans la région de Québec et de Chaudière-Appalaches. En fait, c'est un schéma assez simple pour illustrer ce qu'est un système alimentaire ou ce que ça comporte. Donc, je vous le présente à la fin. J'aurais pu commencer avec ça, mais j'aimais mieux qu'on parcourt. Là, on parcourt un petit peu ensemble avant. Donc, bien évidemment, on retrouve la production. Et ne pas oublier ici là, que la production, bien, elle peut être végétale, elle peut être animale. Ça inclurait aussi la pêche, le cas échéant. On a tendance à l'oublier beaucoup, la pêche, parce que ce n'est pas évident dans toutes les régions au Québec. La cueillette de produits forestiers non ligneux. Donc, ça peut relever de l'autoproduction, comme je mentionnais au point de départ, ou de la production commerciale. Okay? Au niveau de la transformation, bien, on a encore une fois du non-marchand et du marchand. Donc, évidemment, la transformation alimentaire, bien, on en fait tout le monde chez nous, là. Et donc, c'est ça, il y a des gens, des fois, qui font des interventions plus sur la cuisine. On en entend beaucoup parler, hein? Les chefs, les émissions de télé sur la cuisine. C'est omniprésent, mais de l'autre côté, il semble que les gens font de moins en moins à manger chez eux parce que, bon, ils n'ont pas le temps, puis il y a toutes sortes de bonnes raisons. Mais disons qu'on en fait de la transformation alimentaire, là, quand on prépare nos repas. Ça fait partie du système alimentaire vu comme une structure là, de façon générale. Et évidemment, il y a de la transformation alimentaire commerciale à la ferme, comme on l'a vu, et hors ferme. L'autre gros morceau, c'est la distribution. Donc, on a vu que ça pouvait prendre des formes non marchandes, les dons entre les proches, la redistribution à partir de dons, mais plus structurée. La distribution de gros, bon, je n'ai pas insisté là-dessus, mais derrière la vente au détail, évidemment, il y a les grossistes aussi, en dehors des grandes chaînes alimentaires qui sont structurées pour être distributeurs et détaillants. Puis, j'en ai pas parlé là parce que je voulais vraiment partir des ménages puis de comment, au quotidien, on s'approvisionne, mais il y a la restauration qui fait aussi partie du système alimentaire. OK? Je n'ai pas insisté là-dessus. Ça représente... autour de, là, je ne vais pas dire n'importe quoi, c'était sur le schéma de tout à l'heure, là, mais autour de 20 ou à peu près 20 des dépenses alimentaires des ménages, quand même. Ce qui est beaucoup plus important qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans.
hein. Mais bon, je ne voulais pas trop insister là-dessus aujourd'hui, mais ça fait partie du panorama. Puis autour de la consommation, bien, si on parle d'autoproduction, on boucle la boucle. Mais ben, il y a des enjeux ici là, autour de, justement de produire soi-même, acheter au détail, acheter de façon groupée ou acheter au restaurant finalement. Puis on peut réfléchir aux choix alimentaires, puis aussi aux prises alimentaires. Ça, j'en ai pas parlé beaucoup, mais combien de fois par jour on mange, avec qui, dans quelles circonstances, l'importance qu'on accorde à ça. Ça aussi, ça a un rôle à jouer dans la façon dont les gens vont s'approvisionner, mais dans la façon dont ils vont peut-être vouloir s'impliquer pour transformer les systèmes alimentaires. Et puis, bien, l'enjeu qui est omniprésent partout, c'est la question des pertes, la question des résidus, de ce qu'on en fait. Donc, ça peut être une question de gaspillage éventuellement, mais vu du côté positif, en fait, recycler, réutiliser, composter et tout, bien, il y a une mine finalement mon Dieu, pardon, de ressources là, qu'on retrouve. Mais si on réfléchit en termes de système alimentaire, il faut y penser aussi. Parce que, bien, vous voyez mon petit cercle ici, là, évidemment, ça peut inviter aussi à penser en termes d'économie circulaire. Et pour la gestion des matières alimentaires, c'est très important de le voir comme ça. OK. Alors, j'avais, dans le résumé de la présentation, on mentionnait que j'allais donner des exemples, mais je sais que tout à l'heure, on va entendre parler d'exemples inspirants, OK? Alors, je vais pas développer davantage là-dessus. J'avais des exemples de la capitale nationale, mais je sais que dans toutes les régions, puis ici, je ne connais pas bien la région, mais ça me donne l'occasion, finalement, de venir ici, d'entendre parler de ce qui se fait. Ça fait que je vais rester avec plaisir là, pour la remise des prix. Il y a beaucoup d'initiatives, finalement, qui contribuent à rapprocher les maillons en question. Beaucoup qui se retrouvent dans ce qu'on appelle les dispositifs alternatifs. Maintenant, dans le détail alimentaire, bien, il y a quand même des efforts qui se font. Si on pense au programme des moissons du Québec avec la récupération en supermarché. Mais en tout cas, si je garde mon côté quand même critique des effets pervers de la façon dont le système alimentaire s'est structuré au cours des 50 dernières années, qui s'est industrialisé, bien, il faut, je pense, pousser, là, peut-être, comme ça se fait, encore une fois, partout au Québec, là, pour développer des alternatives en collaboration avec le détail alimentaire, mais sans oublier qu'il y a des contraintes tellement fortes qui pèsent, justement, parce que c'est organisé d'une certaine façon. Même au niveau de la technologie, c'est devenu très difficile à modifier, qu'il faut finalement, je pense, faire ce qu'on appelle parfois de la préfiguration, et je suis certaine qu'à peu près tout le monde ici le fait déjà, faire aujourd'hui, sans attendre qu'il y ait une grande transformation, agir pour déjà mettre en place et activer des solutions peut-être partielles, mais qui correspondent à ce qu'on voudrait voir advenir dans le futur. Donc, on fait dès maintenant, même si ce n'est pas parfait. Ça va contribuer à la transformation. On n'attend pas que les choses changent d'elles-mêmes. Et puis, bien, c'était ça à quoi fait référence l'idée de préfiguration. Ça préfigure peut-être un monde de demain où, finalement, les maillons du système alimentaire seront plus proches, puis les nouvelles façons de faire vont contribuer, du coup, c'était en filigrane, là, mais je pense que vous avez pu le voir, à des habitudes de vie plus saines. Alors, je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup.